Donc, pourquoi j'avais envie de lancer cette école de robots? Bon, d'abord parce que j'aime la programmation, hein. J'ai fait mes premiers programmes, j'avais 16 ans. 16 ans, et c'était donc en 80, d'accord? Vous voyez, ça date, hein? Ça date. J'étais passionnée aussi. Après, j'ai fait une agrégation de maths option informatique. Et pour moi, de faire de la programmation, c'était vraiment complémentaire en mathématiques, parce que c'est ce qui te permettait d'avoir un esprit de rigueur, de comprendre les erreurs. Enfin, il y avait plein de choses, on va en reparler encore après. Et je trouvais ça vraiment sympa. Après, l'inconvénient, c'est que ça me prenait trop de temps, hein. Je me souviens une fois, j'avais passé toute une journée sur l'ordinateur, je ne m'étais pas rendu compte du temps qui passait sans manger. C'est pas ça qu'on va faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai aussi des enfants qui avaient eu des difficultés à l'école. On avait des ordinateurs à la maison, mais je leur avais interdit d'acheter des jeux. Et donc du coup, ils ont programmé leur propre jeu. C'est exactement ça. Oui, c'est pour les deux. Interdit de jouer, mais programme. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'ils sont mis à la programmation. Et ça les a vraiment beaucoup aidés à l'école, parce qu'en fait, à l'école, ils s'ennuyaient, c'était vraiment très dur pour eux. Et du coup, après, ils programmaient dans leur tête, donc ils ne s'ennuyaient plus. Ou sur leur calculatrice. Ou sur leur calculatrice aussi, après, ils ont fait des trucs super. Donc ça les a beaucoup aidés pour leurs études, au niveau de la prise de conscience de ce qu'il y a à faire, et surtout de plus s'ennuyer à l'école, en faisant quelque chose de constructif. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Après, j'ai travaillé, quand j'ai observé des enfants qui venaient ici pour des enfants précoces, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'activités qui leur permettent, de prendre conscience de leur raisonnement, 2, d'utiliser leur créativité. Et donc ça, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec les robots. Donc le but, déjà, c'est de s'amuser. Je ne conçois pas un enseignement si on ne s'amuse pas. Alors la programmation, c'est quoi? C'est simplement de donner des instructions, ok, pour avoir une tâche. Un petit peu comme maman qui dit « S'il te plaît, Alexandre, tu peux mettre la table ?» Ok, c'est des instructions, et après, qu'est-ce qui se passe? Alexandre va mettre la table, bien entendu. Okay. Donc là, c'est pareil, on va faire ça avec un ordinateur, on lui donne des instructions. Et programmer, ça veut dire faire un programme. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer des robots, et les robots, c'est ce qui va nous permettre de faire des tâches complètes. Donc, on est entouré de robots. Voilà, les robots qui sont de plus en plus complexes, les smartphones, les consoles de jeux, les voitures, sont de plus en plus robotisées, Internet, Facebook. Et là, j'ai un de mes fils qui a un petit garçon qui a 2 ans, qui m'a dit de toute façon, il n'apprendra jamais à conduire. Quand il aura 18 ans, ce sera les voitures qui se conduiront toutes seules. Je ne sais pas s'il a raison, si ça va assez vite, mais c'est vrai qu'on voit que ça va vraiment de plus en plus vite. En fait, programmer, c'est comprendre l'environnement qui nous entoure. Actuellement, on a beaucoup de jeunes qui sont des consommateurs, qui utilisent, les jeunes et les adultes, ils utilisent des objets connectés, ils ne savent même pas comment s'en sert, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe, et du coup, ils sont programmés au lieu de programmer. Donc, apprendre à programmer, c'est devenir actif au lieu d'être passif. Alors, l'informatique commence à devenir de plus en plus fondamentale au niveau des matières. Quand je parle informatique, c'est pas utiliser, c'est vraiment d'être actif dedans. Là, simplement, il y a des gens qui sont sur ordinateur, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et en fait, on a besoin de l'informatique pour toutes les matières actuellement. On ne conçoit pas une matière sans utiliser l'informatique maintenant. Maths, biologie, chimie, les sciences humaines, on en a besoin tout le temps. Et ça va devenir une matière fondamentale comme les maths, le français. J'espère assez vite. Voilà, j'aime bien cette photo parce qu'en fait, on a l'impression que c'est autrefois, mais ils ont des tablettes.
C'est juste pour dire que les fondamentaux, ça doit être apprendre à lire, compter, mais aussi programmer. Ok? Consommer le numérique, c'est pas comprendre le numérique. Donc, plutôt que de faire des consommateurs, faisons de nos enfants des acteurs. Un quart de la planète est connecté au web. Seuls ceux qui savent programmer peuvent agir. Donc, dans quelle catégorie va-t-on mettre nos enfants? Est-ce qu'on va les mettre dans l'action ou dans la passivité? C'est notre choix. Alors, dans le monde, juste pour donner une petite indication, dans le Royaume-Uni, depuis 2013, l'enseignement de l'informatique est obligatoire pour les 5 à 13 ans. En Russie, ça date depuis 2009, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2009 où l'enseignement est obligatoire. Et pourquoi est-ce qu'on le voit? C'est qu'actuellement, tous les gens, toutes les entreprises qui ont besoin de programmeurs cherchent des Russes parce qu'ils n'en trouvent pas en France. Parce que les Russes sont bien en avance. Et puis vu qu'ils commencent tôt, à 5 ans, eh ben ça devient une seconde nature. Donc beaucoup d'entreprises se tournent vers les Russes. Personnellement, je travaille avec des Indiens, parce que c'est pas facile. Bon, en plus de mes enfants. Mais en France, ça date seulement de 2016. Ok? Et encore, en lycée, c'est une option, l'informatique. Alors que ça devrait devenir de plus en plus obligatoire. Alors ça commence maintenant dans les programmes. En primaire, c'est une option. Et c'est marqué dans les programmes, l'initiation à la programmation est faite à l'occasion notamment d'activités de déplacement. Programmer les déplacements d'un robot. En collège, donc là où on voit aussi observer et décrire le comportement d'un robot, d'un système embarqué, décrire les éléments de sa programmation. On va écrire, mettre au point, exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. Et écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est difficile parce que beaucoup de professeurs ne sont pas formés ou alors ils n'ont pas les moyens. Donc, ils le font des fois juste simplement comme ça. Puis en lycée, c'est en option. En option, donc. Mais ça va venir. Ça va venir. Ça va devenir une des matières les plus importantes pour les Français. Pour comparer avec le Japon, à quelles activités extrascolaires votre enfant participe-t-il? Dans les leçons de codage, c'est bien en 9e. Et à quelle activité extrascolaire souhaitez-vous que votre enfant participe dans le futur? Les leçons de codage viennent en 2e. Les abacus, c'est les bouliers. Vous savez, les bouliers japonais, où il y en a 4 et 1, où ils arrivent à compter plus vite que les calculatrices. En France, si on demande aux parents est-ce que votre enfant peut participer à des leçons de programmation, ils ne savent même pas que ça puisse exister. Ok? Et à quelle activité souhaitez-vous que votre enfant participe dans le futur? Ils ne pensent même pas que ça pourrait être une activité. Parce que c'est pas encore assez proposé. Apprendre à programmer, ça ne veut pas dire être programmeur. Vous avez un piano ici. Je ne sais pas qui est-ce qui fait de la musique, mais quand on apprend à jouer d'un instrument, c'est pas forcément pour devenir musicien professionnel. On est d'accord? Ouais. Quand on voit la musique à l'heure actuelle, on apprend beaucoup de choses. On apprend à lire les partitions, on développe la mémoire, on développe le cerveau gauche et le cerveau droit. Et on a des aptitudes musicales et artistiques. On va développer aussi les fonctions cognitives. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fonctions cognitives? Les fonctions cognitives, c'est les briques de base de notre raisonnement. On a besoin de fonctions cognitives pour raisonner dans la vie de tous les jours. Pour prendre les informations, pour les élaborer, et puis après pour donner des résultats. Donc, on a une liste de 29 fonctions cognitives qu'on développe, plus ou moins, suivant les cas. Et quand il y a des fois des difficultés à l'école, c'est parce qu'il y a des fonctions cognitives qui ne fonctionnent pas bien et qu'il s'agit de développer. Donc, apprendre la musique, ça en fait partie parce qu'en fait, on développe vraiment plein de choses. Et pour les écoles de programmation, c'est pareil. On va développer des capacités. Pas seulement de programmation, mais d'autres choses qui peuvent servir pour toute la vie.
Ok, donc la première des capacités, c'est l'augmentation de la métacognition. Qu'est-ce que c'est que la métacognition? La métacognition, ça veut dire réfléchir sur sa propre manière de réfléchir. Pourquoi est-ce que 30% des enfants précoces sont en échec scolaire actuellement? Parce que leur cerveau va tellement vite qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils réfléchissent. Et dès qu'il y a une difficulté, c'est la fuite. Parce qu'ils ne trouvent pas tout de suite le résultat, et comme ils ne trouvent pas tout de suite le résultat, ils disent qu'ils sont incapables d'y arriver. Et donc la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est ne rien faire. Comme ça, ils ne sortent pas en échec. Ok? Et alors quand on va faire la programmation, on est obligé de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Et après, je fais rien d'autre que de traduire. La programmation, c'est rien d'autre qu'une traduction de ce qui se passe dans la tête. Donc ça oblige les enfants à réfléchir sur leur propre manière de réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qui va leur servir énormément pour les études futures. On va apprendre à résoudre des problèmes. Parce qu'il va falloir prendre des informations, il va falloir les élaborer avant d'arriver au résultat. Et ça, c'est ce qui se passe dans les problèmes, pas seulement en maths, mais dans la vie de tous les jours. Donc ça donne vraiment toute une dynamique, toute une démarche d'esprit. Donc l'enfant va apprendre à organiser sa pensée, à trouver des stratégies, à se dire « mince, ça marche pas comme ça, c'est que j'ai sûrement pas la bonne stratégie, je vais faire autrement ». Et hop, on va utiliser une autre stratégie pour y arriver. Il va planifier son raisonnement aussi. Et des fois, et ça je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante, ça ne marche pas. Le programme ne fonctionne pas. Et là, on est face à l'erreur. Et c'est quelque chose de vraiment fantastique, se dire, il y a une erreur quelque part. Et ça démystifie un petit peu l'erreur. Parce que souvent, il y en a qui pensent erreur égale échec. Non, l'erreur, c'est juste, comme ça ne marche pas, c'est qu'il y a une autre manière de faire. Et donc ça leur apprend à apprendre de leurs erreurs et de trouver des stratégies. Et une autre chose importante, c'est la créativité. Ça va développer la créativité, puisqu'en fait, il n'y a pas une manière de faire un programme. Il y a plein de manières de faire un programme. Alors après, il s'agit peut-être de trouver la manière la plus rapide, qui prend le moins de lignes de code, c'est possible. Après, il y aura de la créativité au niveau des programmes, et il va y avoir de la créativité aussi au niveau des robots. Dans un livret, il y a des robots qui sont prévus pour construire, mais peut-être qu'ils ont envie de faire autrement. Et ils vont faire autrement. Et c'est ça que je trouve qui est important, qu'il y ait cette liberté et cette créativité. Donc on va apprendre des erreurs. Donc là vous voyez un robot un peu assez complexe. À chaque fois, il y aura toujours, quand on fait de l'informatique, il y a toujours des erreurs. Je ne connais pas un programmeur qui ne fasse pas d'erreurs. Ok, c'est sans cesse ça. J'ai un fils qui a fait une thèse en intelligence artificielle et qui continue encore maintenant. Il y a tout le temps des erreurs dans les programmes. Et après, il corrige, et puis c'est quelque chose qui est important. Et il ne le voit pas comme des échecs. Au contraire, il m'a dit des fois, grâce à cette erreur, il a trouvé une manière de faire encore plus rapide et qui prend encore moins de temps. Ok, donc première chose, ça permet de prendre conscience du raisonnement, si on résume. Et donc ça va développer une prise de conscience, analyser les erreurs, ça va donner de la rigueur, parce qu'en fait, dans les robots, pour des déplacements complexes, on va devoir travailler même en faire du calcul, des règles de 3, des choses comme ça, mais on va mesurer au degré près. Qu'est-ce qui va se passer? Même des fois au dixième de degré près. Donc ça va faire travailler vraiment la rigueur. Et on va aussi développer le sentiment de compétence. Parce que quand on a fait quelque chose, quand on a même compris des erreurs, on se sent bien. Et ça c'est formidable. Formidable de pouvoir augmenter son estime de soi. Et d'avoir confiance en soi. Je sais que je peux y arriver. Même si je n'arrive pas du premier coup, je sais que je peux y arriver. Et ça, c'est des choses, là on ne parle même pas de programmation, c'est des choses qui sont importantes pour toute la vie. Toute la vie, on a besoin de prendre conscience, de savoir analyser les erreurs, de tirer parti de ces erreurs, d'avoir de la rigueur, et puis aussi de se sentir bien dans sa peau, de se sentir compétent. Et en 2045, ça va surpasser le pouvoir des cerveaux équivalent à tous les humains combinés. Ça, c'est des choses qui ont été prévues.
Donc, ou on va se faire dominer par la machine, ou c'est nous qui allons dominer la machine. C'est à savoir. Ok? Vous l'avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace? Franchement, je pense pas que la machine ait dépassé l'homme. Alors ça c'est quand même l'homme qui... Après, il y a différentes choses. Il y a le côté cognitif, d'accord? Au niveau cognitif, je regardais une calculatrice, elle calcule peut-être plus vite que vous quand vous faites un calcul mental, ok? Il y a le côté cognitif. Après, il y a tout le côté émotionnel qui est encore très très difficile, ok? Voilà. Là, on parle de résoudre un problème, oui, un problème cognitif. On est bien entendu, hein? Heureusement. Parce que dépasser l'homme, ça dépend quels critères on dit. Ouais, Hein, on est bien d'accord. Voilà, mais c'est pour vous dire, hein, moi j'avais commencé avec un ordinateur comme ça. Ouais. Et c'était, je sais même pas ce qu'il y avait comme mémoire, mais pas grand chose. Après le premier ordinateur qu'on s'était acheté, premier ordinateur qu'on s'était acheté, il avait 250 mégas de mémoire. Donc voilà. Et on l'a toujours. C'est des ancêtres. C'est des ancêtres. Mais il faut les garder, hein. Oh ouais, c'est un de mes fils qui a l'habitude de tout jeter ce qui lui sert pas. Il a dit non, ça, il faut le garder. C'est des ancêtres. Donc voilà. Donc il y a l'intelligence artificielle au cinéma, avec des jeux, voilà, c'est des tournois, etc. Des analyses de fraude, des jeux d'échecs, la domotique, même des systèmes de prédiction d'achat, hein, chez Amazon, tout ça c'est fait par des algorithmes. C'est le big data. Hein. Ouais. Question, votre emploi existera-t-il toujours en 2030? Non. Autrefois, les gens ils avaient un métier et ils l'avaient toute leur vie. Actuellement, les gens ils changent parce que justement la société va changer. Alors ça, c'est une étude qui a été faite avec les emplois qui vont disparaître d'ici 20 ans, caissier, comptable, vendeur, secrétaire, employé bancaire, etc. Après, quand on parle de comptable, c'est peut-être le bas niveau, hein, on est bien d'accord. Des services généraux qui seront assurés par des robots. Regardez, même maintenant, il y a des logiciels qui existent quand vous êtes sur un site web. Vous avez en quoi puis-je vous aider? Vous avez déjà vu ça? Et c'est des robots qui répondent. Ils répondent plus ou moins bien. Voilà, si vous arrivez en vacances en avance à l'hôtel, un robot portera votre valise et la mettra dans un coffre. Il y a les scanners qui vous reconnaîtra, analyse faciale. La lumière qui s'allume en fonction de votre activité, présence. Vous voyez les Google Home maintenant, comme ça fait. Après, je n'ai pas dit que c'est une bonne chose, hein, je ne porte pas de jugement. Hein. Voilà, donc il y a d'autres emplois qui vont être créés. En fait, ce qui est très important, c'est de ce qu'on voudrait faire, et ce que je pense que vous avez tous envie de faire, c'est donner aux enfants le plus possible de chances pour arriver à s'adapter au monde qu'il va y avoir. Je pense qu'une des choses les plus importantes à leur donner, c'est pas les connaissances, c'est les facultés d'adaptation. Parce que pour qu'ils puissent changer de travail au fur et à mesure de leurs besoins ou des besoins de l'entreprise ou de leurs envies. Et les facultés d'adaptation, la programmation, on est tout le temps obligé de s'adapter. Donc ça, c'est encore une capacité qui leur est donnée. Après, s'ils veulent vraiment faire de l'informatique, c'est vrai qu'on est déjà en pleine pénurie, puisqu'on est obligé d'aller chercher des informaticiens en Russie. Actuellement, il y a 400 000 élèves en informatique, alors qu'il y a 1,4 million d'emplois. Donc, on y recherche des informaticiens. On a trouvé des sources dans Code.org comme quoi un diplôme en informatique gagne 40% de plus que les autres d'une autre filière. Et plus d'un quart des offres d'emploi postées sur Internet demandaient des compétences en programmation. C'est impressionnant. On ne sait pas des offres d'emploi d'informaticiens, on demandait des compétences en programmation. Et un quart des informaticiens sont des filles. Alors qu'au début de l'informatique, je ne sais pas si vous avez vu le film avec les 3 informaticiennes. Oui. De la NASA. Les femmes de l'ombre. Voilà, merci. C'est même moi. Les femmes, oui, dans la NASA. Ok. Au début, il y avait beaucoup de femmes. Ok. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe. On va devoir changer ça.
Alors, on utilise, les robots peuvent être programmés avec deux environnements, avec Scratch et avec Python. Donc Scratch, c'est ce qui est utilisé en collège actuellement et en primaire aussi, parce que c'est quelque chose qui permet de bien structurer l'esprit, ça donne les catégories bien nettes. Et en fait, ça fonctionne sur Windows, Mac, sur Android et sur iPad. C'est vraiment pratique. Et là, on peut mettre par le côté aussi, par tous les côtés en fait. Donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, c'est formidable. L'électronique, ça va être Arduino, donc ce sont des cartes. Je vais vous montrer là. Là, le principe est simple. On a une carte ici, là, Arduino, là, qu'on met dessus, on fait le programme, on branche ça sur l'ordinateur va charger le programme là-dessus, et ensuite le robot va fonctionner. Ok, donc c'est vraiment très très simple de compréhension. Donc voilà, on va construire, on va connecter, on va programmer. Et en fait, tout est fait avec des livrets simples, je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Vous avez des robots comme ça, des robots tyrannosaures, enfin des trucs grand public, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école pour apprendre à les faire. Vous avez une boîte éducation nationale, donc c'est celle qui est vendue dans les écoles. Et ça, c'est pour les boîtes qui sont spécifiques pour les écoles Agora. C'est des boîtes complètes, où il y a vraiment tout dedans. Et vous avez la même chose aussi. Et ça, c'est pour les petits. Moi, je vous laisse là, vous regarderez. Hein. Et vous avez donc des livrets. Alors, plus on pense par soi-même, plus on développe son intelligence. En fait, en matière de codage, il n'y a pas une bonne réponse, puisqu'en fait, c'est ça qui est intéressant quand il y a beaucoup d'élèves, chacun doit faire des programmations différentes. Puis après, on va comparer les programmations. Et donc, il va y avoir des missions aussi. Il y a des choses qui sont décrites pas à pas, mais après, il va y avoir des missions. On dit, voilà, maintenant que tu as appris ça, ta mission va être de faire ça. Je vais vous montrer des exemples. Là, on a des livrets. Chaque élève a son livret. On prend par exemple le détecteur de tremblement de terre. Donc, il y a d'abord des cours qui sont bien expliqués. On y va vraiment petit à petit. On demande à l'élève de préparer un petit peu tous les ingrédients, hein, comme une recette de cuisine. On explique ce que c'est que le détecteur de tremblement de terre, comment ça fonctionne, etc. Il y a toute une partie théorique. On leur montre peu à pas comment est-ce qu'on va programmer ça, en expliquant pourquoi. Et ensuite, donc ça c'est une séance, toute une séance. Et ensuite, la deuxième séance, mission programmation. Et vous voyez qu'il n'y a rien derrière. Juste des notes sur lesquelles on peut écrire les programmes. Alors là, on doit demander, maintenant que tu as compris tout ça, utilise l'accéléromètre pour concevoir une balance capable de peser des blocs. Donc à partir du détecteur de séisme, on va construire une balance. Donc ça, c'est vraiment, à chaque fois, ça va développer la créativité, comment on peut faire, donc il va y avoir des discussions. Donc ça va être super intéressant. Donc les écoles Agora, c'est un concept, donc c'est qui vient de Lille. Donc c'est là qu'il y a les écoles pilotes. Donc ils ont d'abord commencé là-bas, et puis maintenant il y a des partenaires un peu partout en France. Et donc les ateliers sont en groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émulation en groupe. Mais chacun a son propre livret et son propre ordinateur. Okay, et à chaque fois, il y a un robot différent qui va être construit. À chaque cours, il va y avoir un robot différent. Et donc après, on peut faire des ateliers de manière variable. Donc vous avez vu ces petits livrets avec les missions de programmation. Ça, c'est le deuxième niveau. Déplacer des objets. Quatrième niveau, lanceur d'avion, marcher à quatre pattes, marcher avec cils. On va faire vraiment des jeux, même des fois des combats de robots, ok, pour faire de l'émulation. Donc, le logiciel Scratch, la carte Arduino, donc sur lesquelles où on va mettre la programmation. Il y a les briques
Et puis après, il y a plein de petits capteurs, des actionneurs, des capteurs de son, des capteurs de lumière, des capteurs de gravité, il y a des photoréflecteurs, il y a des alarmes, il y a des LED, il y a des moteurs, il y a même des servomoteurs. Il y a vraiment plein d'électronique, c'est vraiment fantastique. Et donc tout ce kit, cette boîte, elle sert pour 3 ans en fait. Donc avec une boîte, on peut faire plein de robots, il y a des livrets détaillés, il y a les logiciels, il y a un kit, donc il y a il n'y a pas de connecteur puisqu'on peut mettre les briques simples comme ça, et les briques sont vraiment très faciles à utiliser. Alors il existe aussi pour les petits de 6 à 9 ans la programmation, donc là j'ai les boîtes ici, et là ça se fait en deux kits spéciaux. Il y a un kit puzzle 3D, donc où c'est juste des briques, et puis un kit robotique et programmation, là c'est plus pour faire de la programmation. Donc ça c'est 6-9 ans, voilà, là c'est un peu plus coloré. Donc il y a des puzzles 3D qui font faire appel à de la logique, à de l'orientation spatiale. Et il y a aussi de la robotique aussi, avec une voiture bipède, un robot chenille, un robot nettoyeur. Et il y a aussi de la programmation avec un logiciel qui est un peu plus facile que Scratch. Alors c'est sympa, hein, faire un pistolet à élastique, un jukebox, une voiture à avancer, une manette. Donc ça c'est dans les cours de puzzle. En fait le but c'est de leur montrer que c'est important de comprendre ce qui se passe autour de soi. Voilà, ça c'est pour les petits. Moi ça va jusqu'au robot hexapode. Hein. On a robot chenille, robot nettoyeur. Ça c'est pour le cursus des enfants à partir de 9 ans, donc éventuellement 8 ans. Donc ça se passe ici par niveau. À programmer une voiture à avancer, une voiture automatique, tourner à gauche, à droite, sortir du labyrinthe, programmer un camion, faire un pistolet élastique, contrôler sans contact. Je vais vous montrer, il y a un petit film dessus. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Alors, donc là, ça fonctionne par niveau. Alors, il y a le niveau 1, où on va comprendre mieux les capteurs de lumière et de son. Donc ça, c'est un trimestre, en fait. Hein. Un trimestre, 6 séances. On apprend à comprendre comment fonctionnent les feux de signalisation. Les feux qu'on a ici. On va en fabriquer aussi les capteurs de lumière. On va programmer le robot pour que les LED s'allument dès qu'il est dans le sombre. Et le détecteur de séisme que je vous ai montré. Ça, c'est donc le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, on va créer des voitures pour aller d'un point à un autre, juste en programmation, en lui apprendre à éviter les obstacles, en utilisant certains capteurs, à suivre un chemin qui est tracé au sol. Au niveau 3, on va comprendre mieux les servomoteurs avec la catapulte, attraper des objets, déplacer des objets. Niveau 4, c'est les robots télécommandés, avec même un accéléromètre. Et puis ça c'est un robot qui peut lancer des avions en papier. Bon, on l'en fait déjà à l'atelier découverte. Un robot de combat. J'aime pas trop les combats, mais bon. Et après ça continue avec les engrenages encore en plus. Comprendre ici, là c'est intéressant, le marché à 4 pattes. On voit souvent des animaux qui marchent à 4 pattes. Quel est le phénomène de marcher à 4 pattes? Donc on va faire observer des enfants, des animaux qui marchent à 4 pattes, avec des vidéos, parce que je pense pas que je vais ramener un petit chien ici, pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, et pour arriver à faire de la simulation, pour que après leur robot, il marche comme les animaux à 4 pattes. Donc beaucoup d'observations. Le 1000 pattes aussi, là avec 5 servomoteurs, on va augmenter comme ça. Ça c'est un testeur de réflexe, c'est marrant aussi, de mémoire. Et puis même un robot footballeur. Alors, après comment scanner aussi. Et puis même comment faire un chien de garde. Voilà. Qui mord qui mord entre guillemets, si on s'approche. Donc là on devient beaucoup plus expert. On devient encore plus expert après en capteur, après en programmation, après on travaille un peu plus la mécanique et même la robotique après au niveau 12.
Donc ça c'est le niveau, donc un des niveaux les plus élevés. Avec des bras qui se souvient, un bras robotique qui se souvient et rejoue les commandes qu'on a faites. Après travailler les labyrinthes, enfin, intéressant. Donc dans chaque livret, il y a donc 3 parties. Il y a une partie introduction où on explique un petit peu les choses. Où est-ce qu'on trouve, je vais vous montrer là, où est-ce qu'on trouve les robots dans la vie de tous les jours. Voilà, je vais expliquer. Où est-ce qu'on trouve un accéléromètre, ok, à quoi ça sert. Ensuite, il y a une partie apprentissage de la programmation. Et puis, la construction du robot, petit à petit. Donc ça dure 1h20 après. Et c'est vraiment pas à part, c'est construit peu à peu pour que l'enfant soit bien guidé. Et puis après, la deuxième partie, donc ça c'est la séance suivante, avec la mission programmable. Où les enfants vont avoir donc une mission à réaliser. Donc, dans une année, il y a 4 trimestres, donc c'est 4 niveaux d'apprentissage, sachant que chaque niveau, c'est un livret. Okay. Il y a, sauf le premier niveau, il y a 4 livrets. C'est parce que la première séance, là, vous en avez 2 dans une, et vous avez un livret pour un et un livret pour l'autre. Parce qu'on ne peut pas demander tout de suite, après la première séance, de concevoir quelque chose sans avoir de l'expérience. Donc, on va avoir deux expériences. Donc, c'est 12 leçons d'1h30 pour peu à pas, et ensuite 12 missions de programmation avec la créativité. Ça va? La première partie, à chaque fois, il y a une séance d'apprentissage, et la séance d'après, il y aura une séance de plus de créativité. Sauf que des fois, il y en a qui ont de la créativité déjà dès le début. D'accord? Donc, à chaque atelier, il y a un robot qui va être différent. Toujours. Alors, il y a un petit film, je vais vous laisser le regarder. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez appris avec ce film? Ou découvert? Ou des questions peut-être? Le robot était enfermé dans un carré imaginaire. Il y avait un robot qui était dans un genre de carré noir. Oui, il devait rester à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a certains robots qui doivent suivre le carré noir, enfin le pourtour noir, et d'autres robots qui doivent rester à l'intérieur et pas sortir. C'est un combat qui est plus bête qu'un humain, parce qu'un humain, il dit bah, c'est juste par terre, donc je peux monter. Mais quand même. Il obéit aveuglément. Hein. Il obéit vraiment. Il obéit vraiment. Hein. Voilà, donc ça c'est juste des exemples d'images, voilà, de robots qui sont faits. Là on le voit ici, hein, où ils ont fait les robots qui suivent. Là ils suivent le parcours. Donc là c'est où chacun compare. Voilà, on voit comme il est fier. Ils sont fiers de présenter les choses. Alors ça c'est pour les enfants. J'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi apprendre à coder? Ah, j'ai appris qui était Tony Stark. Je connaissais pas. Vous connaissez? Ah, c'est dans Marvel, voilà. En fait, il a des super pouvoirs. Il peut lancer des missiles, enfin, faire des tas de trucs. Mais c'est grâce, il se programme lui-même en fait.
Donc, programmer, c'est un super pouvoir. Programmer, c'est utiliser la créativité. Programmer, c'est devenir acteur. Programmer, c'est bluffer ses parents. On va dire, je sais mieux que vous. C'est pas difficile, hein, au niveau de trucs. Faut parce qu'ils vivent avec ça. Et puis, ça te rend beaucoup plus rusé.